Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 160e épisode de Finances fondamentales. Content d'être avec vous ce matin pour faire la synthèse du 3e documentaire réalisé par Antoine Denis, celui-ci en 2022. Il s'appelle « Liberté, un dessein à l'indépendance financière ». Donc en introduction, il commence en disant que c'est confrontant à être indépendant financièrement, surtout jeune, parce que ça va à l'encontre de ce que les autres font. Puis c'est comme si, en faisant des choix pour être indépendant financièrement, tu n'étais pas d'accord avec leur choix à eux. Mais c'est pas le cas. Chacun fait ce qu'il veut. On veut exister dans le regard des autres, mais tant que tu fais ça, t'es pas libre. Donc, tant que tu essaies de plaire aux autres, ça va être difficile d'atteindre ton indépendance financière. Donc, ce 3e volet-là des documentaires commence avec la retraite. Donc, dans la première section du documentaire, le chapitre 1, on revisite la retraite. On dit que dans 20 ans, il y a juste tes enfants qui vont se rappeler que tu travaillais le soir. Il n'y a personne qui va se rappeler que tu étais travaillant. Il demande aussi à quel âge tu souhaites faire ce que tu veux vraiment faire. C'est surtout ça la question, pas juste arrêter de travailler, mais il faut financer ce moment-là où tu souhaites faire ce que tu veux faire. Un jour, l'argent va te dépasser et toi, tu vas ralentir, puis elle va toujours continuer de travailler. Il parle ensuite du REER, bien sûr, par rapport à la retraite, en disant que ça devrait être une épargne liberté. Et il parle de retraite nouveau genre. Donc, il parle de retraite qui est active, là, avec une quête de sens, qui n'est pas juste de rester assis à se verser en écoutant Netflix. Il parle aussi du CELI, qui est souvent négligé pour la retraite, mais qui est pourtant un outil exceptionnel. On en a déjà parlé dans certains épisodes précédents, mais le CELI est super flexible à la retraite, puis ça te permet de jouer avec ton niveau d'imposition. Et enfin, il parle dans ce chapitre 1-là de réviser la retraite, qu'au Canada, c'est facile s'enrichir et avoir un mode de vie plus aisé. Et là, je sais qu'en disant ça, il y en a qui n'ont pas un mode de vie aisé, qui habitent au Canada et disent « Ben non, je trouve ça tough, moi. » Mais c'est parce qu'on se compare aux autres au Canada. Si tu te compares à d'autres pays, ben le mode de vie n'est pas aussi aisé qu'on l'a ici en Amérique du Nord. Deuxième section du documentaire, le chapitre 2, c'est « Investir en plus de ton fonds de pension ». Il dit qu'il ne faut pas dépendre d'un fonds de pension. Sinon, ça devient comme une prison jusqu'à la retraite. Si tu pars à 40 ans, ben, tu as besoin d'avoir d'autres investissements de côté. Donc, tu dois pas rester à ton travail juste pour le fonds de pension. Si tu as déjà pensé à mettre 10-20% de côté, de ton côté à toi, justement, ben, tu n'auras pas besoin de rester quelque part juste pour le fonds de pension parce que tu n'as pas pensé à ça à côté. Si tu as juste un fonds de pension, ça fait en sorte aussi que tu n'as pas le contrôle de tes finances à la retraite si pendant une année, tu as besoin de plus d'argent. Donc, on va dire que ton fonds de pension te donne 60 000 par année. Tu vis bien avec 60 000, mais il y a une année que tu veux faire un voyage avec tes enfants. Il y a une année que tu veux aider tes enfants à faire une mise de fonds sur une maison. Mais si tu n'as pas d'autre argent à côté, ben ton fonds de pension vient juste combler ton train de vie normal. Là. Tu peux jamais aller plus loin que ce train de vie-là. Il y a un danger aussi de tout brûler plus vite parce que c'est sous ton contrôle. Là. Donc, c'est bien correct d'avoir de l'argent à côté. Mais si c'est toi qui la contrôle, il y a un danger, tu le brûles plus vite. Alors que l'avantage du fonds de pension, ben, c'est que tu es obligé de retirer le même montant chaque année. Si tu n'as pas d'autre chose à côté de ton fonds de pension, ben, travailler plus vieux, ça va pas devenir un choix, ça va être une obligation. Alors que si tu réussis à avoir de l'argent à côté, si tu souhaites travailler, ça va être un choix conscient et non pas une obligation de le faire pour payer tes besoins de base. Il y a certains fonds de pension comme celui du fédéral, là, qui est quand même bien indexé, mais selon les personnes qui ont passé le documentaire, la plupart des rentes sont pas totalement indexées habituellement à l'inflation. Donc, si vous lisez bien là, vos documents, là, des fois, ils vont dire, ben, on accote l'inflation jusqu'à 2,2%. Fait que si l'inflation est plus que 2,2%, mais cette année-là, ta rente va pas être totalement indexée. Donc, sur le long terme, ça se peut que tu perdes une coupe de pourcentage par rapport à l'inflation. Il finit en parlant de maladie. Donc, si tu tombes malade, ça se peut que ton fonds de pension ne vienne pas combler tes besoins parce que tu vas avoir des ressources supplémentaires qui vont être nécessaires pour répondre à tes nouveaux besoins. Donc, en gros, là, pourquoi il dit d'investir en plus d'avoir un fonds de pension, c'est que plus tu as de patrimoine, plus tu as de flexibilité,
C'est pas mal ça. Troisième chapitre sur la retraite, il parle justement de Retraite Québec. Donc, avec Retraite Québec, il y a la Régie des rentes du Québec, qui est une obligation, en fait, c'est une ponction de votre salaire qui est pris, qui est envoyé. Donc, si tu n'as pas cotisé à la Régime des rentes du Québec, c'est travailleur autonome, par exemple, ben, tu n'as pas accès à cette rente-là à la retraite. Ce régime-là est viable actuellement. En 70, ils disaient que dans 50 ans, il n'y aurait plus d'argent dans le régime. Donc, ça, c'est en 2020. Ils ont tardé à agir, mais ils ont enfin augmenté les taux de cotisation. Donc, maintenant, le régime est viable. Donc, vous ne devriez pas manquer, vous devriez avoir accès à ces rentes-là là, à votre retraite. Le montant admissible maximum, là, c'est 60 000 lorsque l'épisode a été tourné. Là, donc, peut-être que ça a augmenté depuis. J'ai pas vérifié avant d'enregistrer. Et on peut décaler les rentes pour augmenter le pourcentage de la rente. Donc, tu peux prendre tes rentes à 60 ans, mais tu peux la reporter jusqu'à 72 ans. Et si tu n'as pas besoin de cet argent-là, c'est plus avantageux de la reporter à 72 ans. Quelqu'un qui a le droit à la rente maximale en 2022, c'était 10 000 à 60 ans, 15 000 à 65 et 22 000 à 70 ans et 25 000 à 72 ans. Donc, tu l'as 12 ans de moins si tu la prends 72 par rapport à 60, mais le 25 000 est indexé jusqu'à ta mort. Donc, tu as 15 000 par année de plus. Donc, on va dire, mettons, tu as perdu 10 000 pendant 12 ans, ça fait à peu près 120 000. Fait que si tu as 15 000, ça va te prendre à peu près 8 ans? À peu près 8 ans. Donc, ça va prendre à peu près 8 ans à rattraper. Donc, rendu à 80 ans, tu as à peu près le croisement là, pour l'équivalence, bien sûr, s'il est placé, pas placé, ça change le calcul, mais rapidement, c'est à peu près ça. Le threshold, le croisement est à peu près début 80 ans. Donc, c'est un pari, mais tu paries sur ton décès. Donc, si tu n'as pas d'antécédent maladie, tu n'as pas besoin de prendre ton régime des rentes à 60 ans. Si tu en as besoin, ben vas-y. Ou si tu as des grandes chances de maladie dans ta famille, ben profite-en tout de suite. Sinon, on est toujours mieux de repousser ces rentes-là le plus tard possible. Faut pas oublier que souvent les gens vont sous-évaluer là, leur espérance de vie. Quand tu arrives à faire ton choix de régime des rentes ou non, là, de la prendre à 60 ans ou pas, tu as 59 ans. Si tu as 59 ans, ton espérance de vie là, est plus à 83, 84, je sais pas c'est quoi à la naissance, est rendue à 89 ans. Là. Donc, tu as beaucoup de chances de dépasser la limite là, de début 80 que je disais tantôt. Fait que si tu es en santé, ben en fait, en santé, on a toujours mal, j'imagine qu'à 59 ans, on a mal à une couple de place, mais si tu n'as pas d'antécédents dans ta famille, de maladies graves, tu penses pas que tu as des chances plus grandes que les autres de mourir avant 80, ben tu devrais repousser tout simplement ces rentes-là. Deuxième élément de synthèse documentaire, c'est revoir la fiscalité. Donc, le chapitre 4 là, parlait de redoser ta fiscalité. En gros, ce qu'il disait, c'est que le gouvernement ajoute plus souvent des mesures fiscales qu'on en enlève. Il y en a plusieurs qui font plus de sens. Là. Il y avait un rapport de Luc Godbout qui a été tabletté par Couillard à l'époque. Il propose notamment là, de plus taxer les taxes à la consommation et de moins imposer le salaire. Donc, tu pourrais taxer la consommation selon le bien. Donc, exemple, des biens de luxe sont plus taxés, les produits de base sont moins taxés. Ce que ça permettrait de faire, selon le documentaire, c'est que ça permettrait de récompenser l'épargne et de récompenser le travail. Donc, si tu travailles plus, tu as un plus gros salaire, tu es moins imposé, mais que tu dépenses pas, ben, tu vas payer moins de taxes. Et si tu travailles plus, tu es moins imposé, mais tu dépenses plus, l'argent vient quand même à l'État, mais c'est ton comportement négatif, on va dire, je dis négatif entre parenthèses, de consommation qui est imposé. C'est pas ton comportement positif, on va dire, de travailler puis de redonner à la société en travaillant qui est pénalisé avec l'impôt. Donc, c'était une piste qui était proposée dans le documentaire, mais il doit avoir 40 choses qui sont pas considérées dans cette suggestion-là, qu'on n'est pas conscient au niveau économique, qu'on peut pas faire ça peut-être, ou pas le faire totalement. Mais bref, c'était une suggestion que je vous partage aujourd'hui. Donc, un autre exemple qu'il donnait, c'est moins imposer les impôts, mais d'augmenter les tarifs d'Hydro-Québec. Comme ça, on pénaliserait encore une fois pas le travail, on pénaliserait la consommation. Donc, c'est tous des petits exemples comme ça. Mais si tu augmentes les tarifs d'hydro puis que tu imposes moins le salaire, peut-être que les gens affectés, c'est les gens à salaire plus bas, plus faible, parce que eux doivent payer l'hydro, mais ils sont pas moins imposés parce qu'ils font pas nécessairement d'argent. Donc, c'est sûr que, comme je disais tantôt, là, il y a des choses qu'il faut considérer dans toutes ces suggestions-là. C'est pas toutes nécessairement des bonnes idées. Troisième élément de synthèse, c'était l'éducation financière des enfants. Donc, dans le chapitre 6 du documentaire, on parlait d'éducation financière à l'enfance. On disait souvent, l'argent n'est pas enseigné en jeune âge. La seule option la seule chose que les enfants apprennent en nous regardant, c'est à dépenser.
chaque fois que vous sortez votre argent auprès d'eux, c'est pour acheter quelque chose au magasin, acheter de la nourriture à l'épicerie. Donc, tout ce qu'ils nous voient faire avec notre carte, notre argent, c'est dépenser. Ils nous voient pas investir, ils nous voient pas faire des budgets. Donc, souvent, on leur enseigne pas ça. Puis, on est coincé comme parents entre le bonheur matériel des enfants puis la gestion de notre argent. Donc, ils parlent notamment dans le documentaire là, de faire le test de la guimauve avec les enfants pour leur apprendre, pour voir s'ils sont capables de différer la récompense dans le temps. J'en ai déjà parlé 2-3 fois, là, mais le test de la guimauve, c'est que tu mets une guimauve devant ton enfant, tu lui dis, pendant 5 minutes, tu n'as pas le droit de la manger. Si tu ne la manges pas, je te donne une deuxième guimauve. Bon, une guimauve, c'est peut-être pas beaucoup, là, ça peut être un petit sac de bonbons, une barre de chocolat, peu importe, mais vous allez voir si votre enfant est capable de se retenir ou non, de manger tout ça. Petite pause ici, je sais pas si vous entendez quelqu'un tousser. Je sais pas si on va l'entendre dans le micro. Si vous entendez ça, c'est ma blonde qui est malade en haut qui tousse. Et au lieu de m'occuper d'elle, j'enregistre le podcast. Donc, vous voyez comment je mets les priorités à bonne place, justement, un petit tout encore. Bref, il donne des idées dans son documentaire de donner 10$ par mois aux enfants. Donc, bon, c'est une idée parmi d'autres. Là, je vous ai partagé dans l'épisode 149, je pense, qu'on parlait d'argent et d'enfants, avec le livre Comment parler d'argent aux enfants. Puis, je vais vous partager plus tard aussi ma stratégie avec mes filles. Donc, c'est une parmi d'autres, donner 10$. Mais on a vu que donner de l'argent de poche aux enfants, ça leur permettait réellement d'apprendre à travailler avec l'argent, au lieu de juste apprendre à quémander, là, de quêter de parents pour dépenser de l'argent. La meilleure place, selon dans le documentaire, là, c'était pour parler d'argent, c'était d'en parler au magasin pendant les moments qui sont un peu tendus, là, qui veulent quelque chose qu'on peut pas leur acheter. Si on l'échappe parce qu'on a été trop sec ou qu'on a acheté le bien que les enfants voulaient, ben on a le retour à la maison pour s'expliquer. Donc, si votre enfant chiale pour avoir, par exemple, une tablette de chocolat, je sais pas trop, ben c'est pas cher, c'est pas si cher une tablette, là, mais mettons une paire de souliers. Vous allez magasiner, puis vous achetez une paire de souliers pour la plus vieille, mais la plus jeune en veut une aussi, puis elle n'a pas besoin, puis là, elle chiale, elle fait une crise. Vous pouvez régler ça tout de suite en y expliquant. C'est pas juste dire non, t'as déjà tes souliers, c'est fini. C'est expliquer, ben non, on a un budget de famille. Cette année, on a besoin de souliers pour ta soeur. L'année prochaine, ça va être toi. Donc, de faire de l'éducation financière avec elle. Puis si vous l'avez acheté quand même, ou vous avez juste chialé, t'en auras pas, c'est fini, on a déjà jasé. Des fois, c'est mon style, là, on n'est pas tous parfaits. Ben, vous avez le retour dans la voiture ou à la maison pour expliquer, ben, hey, tantôt, j'ai été un peu trop sec, je t'explique pourquoi, tu peux présenter des chiffres, tu peux parler de budget, tu peux... Fait que bref, il faut prendre un peu plus de temps des fois pour bien éduquer les enfants par rapport à l'argent. Ça peut être aussi de donner un budget à ton enfant lorsqu'il y a des fêtes d'amis. Donc, tu peux lui dire, hey, pour le cadeau de ton ami, je te donne 30$. C'est à toi de le gérer. Tu peux acheter des bonbons avec un petit cadeau, tu peux acheter un plus gros cadeau, donc l'enfant va devoir apprendre à gérer ce 30$-là dans un moment précis qui est pour acheter un cadeau à son ami. Avec des enfants, ils disent que c'est mieux d'avoir de l'argent papier ou de la monnaie là, pour acheter un bien matériel. Donc, si vous les envoyez, s'ils veulent s'acheter, exemple, on va dire un casse-tête au magasin, puis ils vous demandent si vous pouvez le payer parce qu'ils ont 30$ à la maison. Idéalement, il faudrait qu'il y ait l'argent avec eux pour payer ou vous leur donnez l'argent, puis ils payent avec l'argent pour voir qu'ils doivent donner l'argent pour avoir le bien matériel parce que tout ce qui est carte de crédit pour eux, c'est un peu flou là, avant d'arriver à 9 ans, là, assurément. 8-9 ans à peu près. Il reste 9 jours avant Noël, donc je te dérangerai plus, là. C'est la dernière fois. Mais je me questionne depuis longtemps. C'est quoi la vraie magie de Noël? Et pour moi, la vraie magie de Noël, c'est d'offrir le livre Finances fondamentales parce qu'il va expliquer aux gens que t'aimes comment atteindre la liberté financière. Y a-tu de quoi plus beau que ça? Donc, cette année, donne un cadeau qui va durer plus longtemps que les biscuits ou pépites de chocolat sur mon comptoir avant de recevoir la visite au réveillon. Ces biscuits-là durent pas longtemps sur mon comptoir parce que je suis dans la maison. Donc, si tu veux donner un cadeau qui dure longtemps, je t'invite à acheter le livre Finances fondamentales, ton guide vers la liberté financière à 27,95 dans les librairies du Québec et de l'offrir à ton ami dépensier, ton ado curieux ou juste à toi-même pour comprendre le marché boursier, les finances personnelles et atteindre tes objectifs. Donc, le livre Finances fondamentales, c'est le meilleur rendement possible durant le temps des fêtes. Sur ce, joyeux Noël! On voit souvent l'argent en 2 dimensions avec les enfants. Tu reçois de l'argent, puis tu dépenses de l'argent. Mais on parle rarement de la 3e dimension de l'argent qui est l'investissement. Ton argent qui peut faire de l'argent. Donc, il faut regarder les rendements avec eux, faire des suivis. Donc, avec mes filles, par exemple, on a un fichier Excel, ils ont choisi des FNB.
Puis on regarde à chaque mois, des fois je l'échappe, là, je l'ai échappé le mois passé, il faut que je le fasse ce mois-ci. On regarde, bon, mais t'es rendu à tant d'argent avec ton action, t'as fait tant d'argent, t'en as perdu tant. Leur expliquer pourquoi des fois t'en perds, des fois t'en gagnes. Donc, il faut aborder un peu cette troisième dimension-là d'investissement avec les enfants. Il parle d'allouer un tiers de l'argent que l'enfant reçoit à l'épargne, un tiers en charité, puis un tiers en dépenses courantes, ou bien 20% de leur salaire avant 18 ans dans le compte d'investissement. Donc, il y a plusieurs stratégies qui existent, là. Je vais vous partager la mienne justement plus tard dans les prochains épisodes. Mais en gros, il faut intéresser les jeunes à l'argent dès le jeune âge. Pas les intéresser juste pour s'intéresser à l'argent puis devenir riche, juste comprendre comment fonctionne l'argent dans la société. On leur apprend à marcher, à parler, à être poli. Pourquoi on leur apprendrait pas à gérer leur argent comme il faut alors que c'est central dans la vie adulte? Il faut vraiment être transparent avec eux par rapport à ça. De 2009 à 2018, j'ai regardé les documents ministériels, là, il semblait avoir aucun cours sur l'argent. Je me rappelle, j'avais eu, moi, un cours, c'était Société, économie, je sais pas trop comment ça s'appelait à l'époque au secondaire, mais on parlait surtout d'offres et de demandes, là. T'sais, on n'était pas vraiment dans les finances, dans l'investissement. Ici, maintenant, on en parle, je crois, si je me trompe pas, en secondaire 5. J'ai entendu un podcast autrefois qui avait vraiment des cours intéressants dans certaines écoles sur l'argent en secondaire 5, notamment développer des projets, tout ça, gérer le budget du projet. Donc, vraiment, il y a des enseignants qui font des choses incroyables à travers le Québec, là. Aux États-Unis, on parle d'argent de la maternelle jusqu'à temps qu'ils soient jeunes adultes. Ici, il y a beaucoup de choses qui tombent sur les épaules des parents. Il faut s'en occuper comme parents de parler d'enfants avec nos argent, de parler d'argent avec nos enfants. Par contre, le meilleur moyen dans tout ça, au-delà de leur en parler puis de mettre en place des stratégies, c'est de donner de l'exemple. Donc, on peut parler d'argent devant nos enfants en couple, on peut expliquer nos choix à nos enfants, on peut expliquer pourquoi on achète ou on n'achète pas un item au magasin. On peut lire aussi. Si tu lis jamais, en fait, j'ai pas fait la bonne transition ici. C'est comme la lecture. Si tu veux que tes enfants lisent, mais que tu lis jamais à la maison, qu'il n'y a pas de livre qui traîne dans la maison, ben ton enfant va probablement lire pas mal moins qu'il lirait s'il y avait accès à des livres ou s'il voyait lire plus souvent. C'est la même chose avec l'argent. Si tu parles jamais d'argent, tu caches tout ce qui touche l'argent à tes enfants, qui ne voient jamais faire un budget, qui ne voient jamais sur l'ordinateur en train de rentrer tes chiffres, que tu n'en parles pas avec lui, ben comment tu veux qu'il développe un peu cet intérêt-là puis qu'il comprenne comment ça fonctionne? Dans le chapitre 7 du documentaire, on parle de partir au premier but. Donc, les baby boomers là, ont été les premiers à accumuler autant d'argent. Donc, il va y avoir un gros transfert générationnel d'argent, d'actifs. Il n'y a rien à gagner là, à faire un testament puis que les enfants ne savent rien justement pour ce gros transfert-là. Dans le documentaire, on dit que le testament, c'est important de communiquer. Donner juste de l'argent quand on va mourir, ça ne développe pas l'éducation financière de nos enfants, puis souvent, ils sont rendus en haut de 60 ans, donc ça ne sert à rien. Il faut transférer des valeurs à nos enfants et pas de la richesse. La richesse va survivre très rarement à 3 générations. Donc, dans le documentaire, on dit que 90% des fortunes qui sont créées en première génération, qui vont être dilapidées à la fin de la deuxième génération. Donc, c'est intéressant parce que ça dit que c'est au-delà de transférer de l'argent, il faut transférer des valeurs humaines également avec les organismes de charité, tout ça. Donc, si tu donnes pas de chance à ton enfant en transmettant de bonnes valeurs par rapport à l'argent, de comprendre comment ça fonctionne, ben il peut bien partir avec 2 prises au bâton. L'objectif, c'est de le faire partir au moins au premier but. Par exemple, en s'assurant qu'il sorte de l'école sans dette d'études. Surtout si tu as la possibilité de le faire. Donc, le 30 000 de RE que tu vas réussir à mettre pour ton enfant, ça ne change pas grand-chose pour toi peut-être, mais ça peut influencer grandement leur vie et celle peut-être de leurs enfants plus tard, surtout si avec ce 30 000-là de RE, il y a de l'éducation financière. Donc, recevoir un héritage à 60 ans, OK, c'est intéressant. Être aidé dès 18 ans jusqu'à 30 ans avec une mise de fonds de maison, mettons, avec l'éducation financière, ça, pour les personnes qui ont participé au documentaire, ça a beaucoup plus de valeur que de recevoir 300 000 $ à 60 ans. Donc, on parle beaucoup de dons du vivant, qui est super important. Ça peut être les aider à contribuer à leur CELIAP, contribuer au RE des petits-enfants, les aider avec la première maison. Donc, ça peut être négatif si ça entraîne de la paresse. Donc, faut pas juste donner de l'argent pour donner de l'argent à nos enfants. C'est important qu'à travers tout ça, il y ait de l'éducation financière au préalable.
Le chapitre 5, c'était économiser. Donc, le jeu de mots est voulu. On parlait beaucoup d'écologie et d'économiser. Puis le lien, c'est que quand on fait un choix d'épargne, souvent on consomme moins et c'est bon pour la planète. Donc, un choix vert, ça peut être notamment de consommer moins et de consommer plus local. Il parle de frugalisme parce que la consommation, pour lui, c'est le nerf de la guerre si on veut réussir à prendre en main ses finances. Donc, quand on parle de frugalité, c'est de moins dépenser, là. J'ai vraiment mal résumé la frugalité, mais ça me tente pas de chercher en ce moment une bonne définition. Il donne l'exemple dans le documentaire, là, tu sais, c'est beau avoir une voiture électrique pour être plus vert, mettons, mais il dit que ça pollue quand même une voiture électrique, surtout si tu changes de voiture électrique aux 3 ans, parce que ce qui pollue le plus, c'est la batterie. Donc, si tu changes de voiture souvent, dis-toi que tu pollues probablement plus que la personne qui change souvent de voiture à essence. Les gens frugaux vont souvent acheter des choses de qualité pour les garder plus longtemps, justement. Puis c'est un changement de mentalité important, là. C'est pas d'avoir un Hummer électrique au lieu d'avoir un Hummer à essence, là. C'est vraiment d'avoir un changement de mentalité qui est de consommer pour le long terme, d'acheter des choses de qualité et des choses qui sont locales. Je suis quand même pas pire, un peu mieux qu'avant pour acheter des choses de qualité. Je suis pas encore très bon pour acheter des choses locales. J'ai commencé avec les légumes dans une ferme maraîchère d'un collègue de travail. Par contre, je trouve que des fois, c'est cher encore. Puis je suis très conscient là, qu'il faudrait que je vois un peu plus le big picture, là, de reculer un peu et de dire que ça a beaucoup de bienfaits finalement pour la communauté, la société, tout ça, puis même à long terme peut-être pour d'un point de vue financier. Mais il reste ce petit bout-là de chemin à faire là, de mon côté, d'aller un peu plus dans les marchés, mais je suis pas encore rendu là. Je préfère encore mettre cet argent-là vers ma femme de ménage, qui est quand même de l'argent qui revient à la société après, plutôt que d'aller juste vers du local. Mais bon, on progresse dans tout ça. Et il finit avec quelque chose qu'on a déjà discuté, là, donc de partager une remorque, de partager un bateau. Il parle d'économie collective, en gros, là, de partager des outils au lieu que tout le monde ait son compresseur, ben est-ce qu'on peut partager un compresseur à 4-5 familles, tu sais. Et d'acheter usagé, là, tu sais, être frugal, c'est de magasiner usagé, vélo usagé, vêtements, louer au lieu d'acheter parfois. Donc, c'est tout ça qu'on parle de frugalité, puis d'économiser. Troisième élément de synthèse, c'est générosité et bonheur. Donc, dans le chapitre 8, il parle de générosité. Il dit que est-ce que est-ce que de faire des dons aux grands organismes, c'est la bonne façon d'être généreux? Il n'est pas toujours sûr de ça, même si c'est des bonnes causes. Il faut plutôt choisir des causes, selon lui, qui sont spécifiques puis qui rejoignent nos valeurs. Donc, il dit surtout d'intégrer la charité dans son poste budgétaire, que ce soit en argent ou en temps. Il faut que ce soit planifié, sinon souvent, ça va être oublié en fin d'année. Une fois vos objectifs sont atteints, financiers, c'est important de se tourner sur les autres. Par contre, lui, il dit, une fois vos objectifs sont atteints, il faut se tourner vers les autres. Je rappelle qu'il y a certains auteurs qui disent qu'il faut se tourner vers les autres le plus tôt possible, même si nos objectifs financiers sont pas encore atteints. Mais ça, c'est propre à chacun de déterminer qu'est-ce qui est mieux pour lui. Dans le chapitre 9, on disait être riche avec ce qu'on a. Donc, de se dire, en gros, j'en ai assez. Puis de dépenser dans ce qui vous rend heureux. Faire des petites choses là, sans que l'argent soit un enjeu. S'assurer juste que les besoins de base puis de sécurité sont comblés. Vivre sans se préoccuper de l'argent, mais sans perdre la valeur des choses. Donc, perdre de vue on a perdu de vue, en fait, par exemple, que cuisiner, c'est normal. Tu sais, l'autre fois, je faisais, c'est dimanche passé, samedi passé, en tout cas, bref, d'habitude, on se fait des matins crêpes le dimanche en famille. Puis, c'est ça, c'est un classique, là. Le dimanche crêpe, quand on a le temps, on se fait ça en famille. Puis ce dimanche matin-là, on a décidé de faire des gaufres. Donc, ma plus vieille, elle a fait le mélange à crêpes. Elle a mis du colorant dedans, rouge. Là. Puis, il fallait faire des gaufres avec ça. Puis, je mens pas, là, ma blonde pourra confirmer en haut en train de tousser, là, mais je faisais les gaufres ce matin-là. Puis, j'ai été pendant 1h15 là, à tenir la machine à gaufres. Je la tenais fermée. Je sortais les gaufres, je remettais le mélange, je fermais les gaufres. Puis là, j'étais je chialais, là. J'étais comme, hey, j'espère qu'ils vont être bonnes les gaufres. Ça fait 1 heure que je suis en train de tenir la petite machine à gaufres. Puis bon, je niaisais bien avec ça, mais c'est vrai que je trouvais ça long, puis je chialais. Puis après ça, pendant que je le faisais, je me disais, hey, avant, les gens faisaient juste ça cuisiner. Tu sais, ils faisaient des conserves, ils passaient des fins de semaine, des week-ends à cuisiner.
Puis à cette heure, je tiens une machine à gaufre pendant 1 heure, puis je chiale, tu sais, comme si c'était plus naturel de prendre le temps de cuisiner. Puis il y en a qui sont super bons pour cuisiner, là. Moi, ma blonde, c'est pas dans notre ADN, là, tu sais, on n'a pas une passion pour la cuisine. Fait que, tu sais, quand on cuisine, c'est toujours comme une tâche. Puis quand on le fait pas si souvent. Fait que, tu sais, cuisiner des plats, mettons, pour 3 mois, de pâté chinois, de lasagne, des affaires de même, on fait rarement ça. Puis quand on le fait, on dirait que c'est pas naturel, alors qu'avant, c'était normal de cuisiner, là. Donc, il y a plusieurs petites choses. On a perdu un peu la valeur des choses, là, tu sais, comme de cuisiner, c'est normal. On n'est pas obligé d'acheter toujours des choses qui se font rapidement. Il ajoute que le confort, là, justement, de s'assurer qu'on est riche avec ce qu'on a, là, le confort, pour lui, c'est la pire des drogues parce que quand on goûte à quelque chose, on peut plus revenir en arrière. Donc, si tu as goûté un plancher chauffant dans ta salle de bain, tu voudras plus avoir un plancher de céramique froid après. Si tu as goûté à une voiture de luxe, tu vas avoir de la misère à retourner avec des vieilles voitures usagées. Donc, le confort, pour lui, c'est la pire des drogues parce que tu t'apprendras pas à être heureux avec ce que tu as. Tu vas toujours vouloir en avoir plus. Puis un coup que tu as ce plus-là, c'est difficile de revenir en arrière. Il y a certaines études là, qui disaient que 100 000 ça te permet d'atteindre le bonheur ultime, on va dire pas ultime, là, mais à 100 000 tu es capable d'être heureux selon les études. Je m'exprime vraiment mal. Pour un couple, 100 000 c'est là que la, la courbe d'un graphique, mettons, est en haut. Ça veut dire qu'en bas de ça, en bas de 100 000 des fois, tes besoins de base sont pas tous comblés en famille au Canada. Donc, tu peux avoir certaines insatisfactions. À 100 000 tu es capable, lorsque le documentaire a été fait puis les études, de combler tous tes besoins de base. Après ça, chaque dollar supplémentaire, après ça, ben, pas juste les besoins de base, là, tout ce qui est, ça te permet de te gâter aussi un peu, là, les voyages, les restos et tout ça. Donc, après 100 000 chaque dollar supplémentaire n'apporte pas automatiquement du bonheur de plus. Donc, il y a des gens qui vont faire en haut de 100 000 qui vont être moins heureux. Il y en a qui vont faire en haut de 100 000 qui vont être plus heureux. Mais chaque dollar supplémentaire après 100 000 n'a pas le même impact sur le bonheur des gens. Alors qu'avant 100 000, il y a beaucoup de chances qu'un dollar supplémentaire apporte un peu plus de bonheur. Ce qui impacte le plus le bonheur, c'est le nombre de connexions fortes avec les autres, c'est les relations, c'est pas le matériel. Et enfin, l'argent fait juste augmenter ta relation avec toi-même. Si tu es quelqu'un de bien, de généreux, ben l'argent va rien changer de ça. Puis l'inverse non plus. Si tu es quelqu'un qui est cheap, puis qui donne à personne, puis qui essaie de crosser les autres, ben même si tu as plein d'argent, tu vas continuer à le faire. Tu sais. Si tu t'es rendu à faire de l'argent en crossant les autres, ben tu vas continuer de crosser les autres même si tu as de l'argent pour avoir plus d'argent. Donc, dans le fond, ça amplifie ce que t'es l'argent. Chapitre 10, donc toujours dans le même élément de synthèse qui était générosité et bonheur, il parlait d'avoir un sens de gratitude, donc de se contenter de ce qu'on a, de prendre conscience qu'on est privilégié. On a une chance énorme d'être né ici au Canada. Il y a des gens ailleurs qui vivent parfois avec très peu et qui sont heureux. Et on dit souvent qu'on paye trop d'impôts, mais quand tu apprends comment épargner et investir, tu peux t'affranchir absolument là, de tout ça. Puis en plus d'être capable d'être libre financièrement, même en payant beaucoup d'impôts, ben, tu profites davantage comme la santé et l'éducation dans notre belle société. C'est facile de chialer, là. Je sais que je suis en train de dire ça, puis il y en a qui disent ouais, ben c'est cher, c'est mal géré l'argent, mais il faut être capable de faire la part des choses. On peut chialer, on peut critiquer, mais il faut quand même se sentir privilégié. Puis quand tu as ce sentiment de gratitude-là, que tu es bien, que tu es heureux, ben tu as moins besoin de dépenser par la suite. Et le chapitre 11, dernière chose que je vous parle aujourd'hui, c'est la liberté. Donc, il vous demande de vous questionner quels sont les souvenirs que vous voulez partager. En fait, pas partager, mais c'est quoi les souvenirs que vous voulez que votre entourage ait de vous quand vous allez partir. Donc, la vraie liberté, c'est pas se soucier de ce que les gens pensent, c'est se foutre de ce que le monde pense. Souvent, les gens pensent à eux-mêmes et se préoccupent pas ben de vous, de toute façon. Donc, la richesse est invisible selon les personnes qui ont participé au documentaire. C'est l'amour, les activités que tu fais, le bonheur d'être avec tes proches, la santé, les émotions que tu vis, le développement personnel, le développement physique, le développement intellectuel, le développement émotionnel. Donc, l'argent, c'est juste un moyen, c'est pas une finalité. D'où l'importance d'avoir des objectifs bien définis pour dépenser l'argent dans ce qui vous rend heureux et le reste du temps, profiter des choses qui sont vraiment liées à la richesse invisible. En conclusion, c'est vraiment le volet en fait, c'est vraiment celui des 3 documentaires que j'ai le plus apprécié. Peut-être parce qu'on touchait des sujets que je connais moins un peu, donc la retraite, ou bien qui me rejoignent plus
dans la phase actuelle de ma vie, tout ce qui touche l'éducation aux enfants, puis d'apprendre à être plus généreux avec les organismes de charité. Donc, j'ai bien apprécié l'écoute des 3 documentaires. Là, de façon générale, ils sont très divertissants, éducatifs, mais je sais pas si on réussit à susciter là, le changement de comportement avec des témoignages de personnes. J'aurais peut-être pris des chiffres un peu plus concrets ici et là en visuel pour frapper un peu plus sur le clou puis soutenir les propos des intervenants. Tu sais, pendant que quelqu'un te parle de rendement composé, ben si tu mets un graphique avec l'argent de départ, l'argent à la fin, puis comment tu as chaque année sans travailler, pour moi, ça, c'est frappant. Là, c'est super intéressant. Là, j'aime ça écouter des témoignages des gens qui jasent, qui se confient, toujours un peu d'émotion là-dedans. Mais pour moi, j'aurais mis un peu de chiffres là, à travers ça, parce que je suis un gars de chiffres. Pour quelqu'un comme moi, écouter ça, c'est des bons rappels. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, est-ce que ça l'engage vraiment dans un changement d'habitude? Je pense pas, mais ça nourrit assurément sa réflexion. Est-ce que je suggère l'écoute du documentaire? Comme Crinquer des finances, oui, parce que c'est un contenu québécois super pertinent. Est-ce que c'est un incontournable? Je pense pas non plus. Mais je dis quand même bravo, Antoine, pour le travail de moine qui a été effectué sans aucune subvention ou publicité. Good job, c'est vraiment un gros travail. Il peut être fier du travail accompli. Donc, le key point, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Je retiens de transmettre des valeurs humaines et financières à nos enfants davantage que de leur transmettre de l'argent. La semaine prochaine, épisode sur la question des auditeurs. C'est le 11e épisode où je réponds à vos questions dans les épisodes réguliers. Première question, c'est Charles. Il me demande les fonds d'urgence. Est-ce que je devrais aller avec cash.to, avoir des obligations ou aller dans un compte épargne Wealthsimple? Deuxième question, celle de Marie-Soleil. Elle me dit, est-ce que Disnat offre un robot conseiller pour investir? Troisième question, Jean-François. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte de courtage pour des enfants mineurs sur Disnat? Quatrième question, Marie-Soleil. Comment placer 1500 $ pour une ado de 14 ans? Cinquième question, c'est Charles. Il me pose des questions sur le FNB cash.to. Il me pose des questions sur utiliser des dividendes pour financer des projets. Et il me demande mon opinion également sur ftn.to. Sinon, pour les actions, je commence ma watchlist. En fait, vous l'avez déjà vu. Donc, depuis lundi, à chaque jour, il y a des publications. Puis c'est ma liste de surveillance de mes analyses de septembre 2025. Donc, j'ai décidé d'en publier un peu plus pour ma liste de surveillance, donc 5 par semaine au lieu d'1 par semaine. Sinon, c'était très long. En fait, j'en avais 3 avant par semaine dans une publication. Fait que là, ça va en faire 5 par semaine. Sinon, tu sais, ces analyses-là ont été faites en septembre. Je commence à vous les présenter en décembre parce que j'étais encore dans celle de mars. Donc, j'ai décidé d'y aller un peu plus rapidement. Puis vous avez remarqué là, depuis lundi, ceux qui ont regardé ça sur la page Facebook du podcast, je suis beaucoup plus précis là, dans les raisons pourquoi cette action-là fait partie de ma liste de surveillance, toujours en tentant d'être le plus transparent possible. Donc, j'espère que vous appréciez. Puis vous allez avoir ça jusqu'à la position 21, une fois à chaque jour. Donc, bonne fin de journée tout le monde. On se voit dans le prochain épisode régulier. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.